Bienvenue au Café Librairie de l'Amande Verte à Six-sur-Arf ce soir pour accueillir Jean Jouzel. Avant d'aller directement dans le vif des échanges, déjà vous présenter, parce que certains d'entre vous ne connaissent pas le lieu, l'Amande Verte, donc c'est un café associatif créé il y a maintenant 10 ans à Six-sur-Arf, autour des plantes, de la nature, et avec le plaisir de partager des expertises, des expériences, bien sûr, des ateliers, tout simplement passer un moment, visiter le jardin. Et donc, on est ouvert. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter pour suivre nos actualités, faites-le sur le site amandeverte.fr. Donc, c'est dans ce cadre qu'on organise la rencontre avec Jean Jouzel ce soir et avec le soutien de Vincent Bechtel de Sinalagma, qui se présentera tout à l'heure quand il prendra la parole et qui va contribuer à l'animation de cette soirée avec moi aujourd'hui. Il y aura une urne, si vous le souhaitez, qui va circuler pour faire des dons en prix libre et conscient pour contribuer aux frais de l'association qui organise tous ces événements. Et la séance sera filmée, donc si vous ne voulez pas apparaître comme filmé, vous ne restez pas dans le champ de la caméra, mais a priori, la caméra se situe ici, c'est ça, si j'ai bien compris? Ici, éventuellement, juste les deux. Voilà, et là. Bon, donc normalement, voilà, si jamais ça vous gêne au premier rang, David, qu'on voit ton profil, tu nous dis. Voilà pour l'introduction. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. On a tout calculé pour que l'ombre du frêne qui est derrière moi vous fasse son office, et que par les fortes chaleurs que l'on vit, vous puissiez vivre ces moments avec le confort minimum. Jean Jouzel, donc, merci encore une fois d'être des nôtres. Moi, je me propose peut-être une petite biographie pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Tu nous autorises? Oui. Bien. Donc, pas trop long. Donc, Jean Jouzel, et tu me corriges si je dis des bêtises, mais est né à Janzé dans une ferme comme celle-ci, une ferme vivrière, tu disais tout à l'heure, a été diplômé de l'école de chimie et physique de Lyon, a obtenu une thèse en climatologie à l'université de Paris-Sud, est un spécialiste du climat reconnu singulièrement. Ses premiers travaux, du moins les travaux qui l'ont fait connaître, c'est en 1987, la démonstration de la corrélation entre la densité de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Jean Jouzel a été expert du GIEC de 2002 à 2015. Il en a assuré la vice-présidence du groupe de travail sur les bases physiques du changement climatique, ce qui lui a valu, avec d'autres confrères, le prix Nobel de la paix. Il est médaille d'or du CNRS, il est membre de l'Académie des sciences de plusieurs pays, il est membre du comité économique, social et environnemental. Tu étais, voilà. Donc, voilà, 10 ans. Et je ne liste pas tout ce que tu as fait ou ce que tu fais encore. Voilà, donc tout ça pour dire que tu es un homme à la fois reconnu par tes talents scientifiques et impliqué dans la société. Et on va y revenir justement sur le rôle du scientifique dans la société. Moi, je voudrais introduire notre soirée sur une question d'actualité. Quel regard, en tant que scientifique du climat, tu portes sur le temps qu'il fait? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, merci de l'organisation de ces échanges. Merci à Vincent, à Arnaud, à Claire de nous accueillir. On est bien ici. Alors, répondre à cette question, j'ai quand même l'habitude de dire que, disons que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis 50 ans. En termes de rythme de réchauffement, on est à peu près sur... entre 0,2 et 0,3 degrés par décennie. Ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. En termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent au bord de la mer ici. C'est 2 fois plus rapide aujourd'hui, près de 4 mm par an qu'il y a 30 ans, que dans les années 90, et ça c'était prévu. Et ces événements extrêmes dont on subit les conséquences, parce que généralement ils ne sont pas forcément très agréables, que ce soit des sécheresses à répétition, des canicules, des pluies diluviennes, eh bien c'est ce que l'on répète dans les rapports successifs du GIEC depuis plus d'une trentaine d'années. Donc oui, vraiment ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que l'on envisage, c'est-à-dire des canicules plus longues, plus précoces, plus fréquentes, plus tardives. Voilà. Donc, c'est pas tous les ans. L'an dernier, c'était un été pourri. Mais il y a 2 ans, c'était aussi un été assez chaud. Mais on va aller vraiment vers, en moyenne, des étés de plus en plus... en moyenne, des étés de plus en plus chauds. Et avec donc des événements extrêmes, s'y ajoutent des événements extrêmes de plus en plus marqués. Et ce sera le cas pour les canicules.
voilà, quand on regarde, si on va vers 3 degrés en moyenne planétaire à la fin du siècle, ce qui malheureusement c'est ce qu'on est en train de faire, et on pourrait avoir disons, une canicule du type d'aujourd'hui quasiment permanente tout l'été. Hein, donc voilà, donc avec des pics plus importants. Donc oui, non, il n'y a pas de surprise de notre côté, ça je veux dire, Arnaud, tu vois. D'accord, mais ça te fait quoi de voir que la communauté scientifique avait prévu ça il y a 50 ans et qu'on y est aujourd'hui? Donc, un peu de surprise. Avec ma chère épouse, on discutait beaucoup il y a 30 ou 40 ans en disant j'aimerais bien vivre en 2030 parce que c'est là où les gens se rendront compte qu'on a raison. Et en fait, justement, à cause des événements extrêmes, c'est plutôt plus de 2020, enfin, je dirais depuis une dizaine d'années, disons, le réchauffement climatique devient quelque chose de perceptible. Réellement, il y a très peu de gens qui disent que le climat ne change pas. Donc, alors après, il y a beaucoup de discussions sur l'origine, au moins chez certains, pas chez nous. Mais je veux dire, oui, il y a vraiment cette perception du réchauffement climatique et déjà des conséquences, évidemment, en France, chez nous, voilà, mais aussi dans beaucoup d'autres pays plus vulnérables que le nôtre. D'accord. Et donc, du coup, toi, en tant que scientifique, et c'est un sujet que je voudrais partager ce soir avec vous, et ce qu'on avait annoncé, c'est la place des scientifiques dans le débat public. Donc, toi et la communauté scientifique du climat, depuis 50 ans, elle prédit ce qui est en train d'arriver là aujourd'hui. Et du coup, comment tu vois la place des scientifiques, singulièrement du climat, dans le débat public aujourd'hui? Donc moi, oui, non seulement on le prédit, mais on a essayé de le communiquer. Moi, justement, largement depuis les années 80, voilà, je suis régulièrement sollicité par la presse, les médias, pour témoigner de la réalité du réchauffement, des résultats obtenus dans nos labos de recherche, excusez-moi. Et donc oui, et il y a aussi, on a été sollicité par les décideurs politiques et j'ai participé, je dirais largement, été associé d'une façon ou d'une autre à l'élaboration des politiques publiques dans le domaine climat-énergie, à commencer par les premières discussions, les premiers rapports, c'était le rapport d'ONU du Sénat, et puis il y a eu la mission interparlementaire sur l'évolution du climat, ça c'était l'EDO, et puis Jean-Yves Ledéo et Nathalie Kosciusko-Morizet, et disons ensuite, donc c'est le Grenelle de l'environnement, où moi j'étais en charge avec Yves Lion et puis Édouard Barr, et puis de tout le volet en fait climat-énergie. On avait sous notre responsabilité les aspects mobilité, énergie et bâtiment urbanisme. Donc voilà, oui, c'est quand même plus que ça. C'est-à-dire que ensuite, là aussi, la Convention citoyenne, donc on essaye, je ne suis pas tout seul, non seulement de transmettre le plus rapidement possible ce que l'on apprend dans les laboratoires vers différents publics. Ça peut être le grand public, les décideurs politiques, les entreprises, le système éducatif. Récemment, j'ai coordonné un rapport sur la formation, la sensibilisation à la transition écologique ou au développement durable dans l'enseignement supérieur. C'est assez pitoyable actuellement. Donc il n'y a pas de vraie prise de conscience de nos élites de ce dont on va discuter ce soir, du réchauffement climatique, de ses conséquences sur la biodiversité, de son caractère profondément sociétal. Je veux dire, on ne peut pas parler de réchauffement climatique sans parler d'environnement, sans parler de social, sans parler d'inégalité, sans parler bien sûr d'économie. Vraiment, ça interroge complètement le mode de fonctionnement de notre civilisation, de notre monde, c'est clair. Donc c'est tout cela qui m'a intéressé en dehors des aspects scientifiques. Donc ça m'a toujours intéressé. Je ne suis pas tout seul. Beaucoup de mes collègues ont envie de transmettre. Alors peut-être qu'on ne l'a pas bien fait, pas suffisamment fait, non, je veux dire par là, mais il y a eu beaucoup de freins. On va dire le frein des lobbies, des entreprises, mais il y a peut-être le frein de chacun d'entre nous aussi, soyons clairs. Donc on voit bien actuellement encore c'est pas facile de s'entendre dire que
chacun d'entre nous, se nourrir, se loger, se déplacer, notre vie de tous les jours, c'est les 2 tiers des émissions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours dire ce sont les autres, c'est ça que je veux dire. Donc finalement, on dit aux gens, à chacun enfin, y compris nous-mêmes, voilà, on est quand même aussi, il ne faut pas toujours dire ce sont les autres, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute aux politiques. On est chacun d'entre nous, on est quand même partie prenante, je veux dire, quand on regarde ce dont on parle. Voilà, donc c'est tout cela les messages qu'on a essayé de transmettre. Alors, je peux avoir un satisfecit. Dans les textes, c'est parfait. Donc on parlera peut-être des accords. L'accord de Paris s'appuie complètement sur le 5e rapport du GIEC. Voilà. Donc quand on regarde l'accord de Paris, c'est quoi? C'est cette idée que... Donc c'est le premier accord où il y a, disons, dans la... Voilà, je ne vais pas être trop long, mais dans la version initiale de la Convention climat, on est en 92, donc à Rio. C'est une convention de bon sens. Disons, on dit simplement dans cette convention, on va stabiliser le climat de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses. Voilà. Et puis, disons, au cours des décennies suivantes, eh bien, on commence à comprendre quelles sont les conséquences dangereuses et que finalement, disons, c'est un peu à la louche, ça dépend de ce qu'on regarde, mais dès qu'on va au-delà de 2 degrés, voilà, disons, les conséquences deviennent importantes. Et c'est ça. Et donc, et puis d'autres pays disent même 1,5 degré, ce serait déjà beaucoup mieux, moins vulnérable. Et il y a le rapport 1,5 degré qui effectivement leur donne raison. C'est-à-dire, c'est toute la question. C'est quoi notre devoir aujourd'hui? C'est de préserver la capacité d'adaptation pour les jeunes dans la seconde partie de ce siècle et au-delà. C'est vraiment ce que l'on doit viser. C'est-à-dire, c'est aussi l'esprit de l'accord de Paris. Limiter le réchauffement climatique à bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré, en gros, pour que les gens puissent s'y adapter. Disons, au moins pour l'essentiel. Il y a quand même des conséquences. Mais enfin, voilà, c'est ça l'idée. Mais il faut aussi voilà, donc mener de front l'adaptation aujourd'hui. Or, donc ça, dans les textes, pourquoi je dis c'est bien? Parce qu'effectivement, on retrouve, disons, ces 2 degrés, 1,5 degré s'appuient sur le diagnostic de la communauté scientifique. Ça, c'est bien dans les textes, mais c'est aussi écrit dans l'accord de Paris. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait? On demande aux pays ce qu'ils voudraient bien faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Ce sont les engagements de l'accord de Paris. Et il n'y a pas de raison puisque c'est indépendant. Les engagements sont faits indépendamment des objectifs. Et voilà, donc... les engagements sont tels qu'on est parti vers un réchauffement de 3 degrés. C'est d'ailleurs écrit dans l'accord de Paris. C'est-à-dire dans l'accord de Paris, c'est écrit que les engagements sont insuffisants par rapport aux objectifs. Il ne faut pas être surpris. Donc voilà, donc la satisfaction du scientifique, c'est que dans les textes, on s'appuie sur le diagnostic du GIEC. Dans la réalité, on s'en éloigne énormément. Donc finalement, ce fossé entre les objectifs affichés et puis la réalité, c'est presque plus, disons, en tant que citoyen qu'on s'y implique. Je veux dire par là, ça m'intéresse en tant que scientifique aussi, mais il faut voir qu'on est, disons, ce fossé existe au niveau planétaire. Voilà, on a 45% d'émissions en trop en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour revenir sur 1,5 degré. Il existe au niveau de l'Europe. Le pacte vert est en train de s'amollir considérablement. Disons, il avait au départ une ambition qu'il n'a plus. Et au niveau français... le jour même où mes collègues anciens du GIEC, enfin disons Valérie Masson-Delmotte et d'autres, enfin ils étaient 70 à publier un avis le jour même. Bon, là, disons c'est l'avis où des scientifiques du climat français viennent récemment de rappeler que le 1,5 degré, c'est plus possible. Oui, c'était pas que les Français. Il y a 60 auteurs, dont des Français, effectivement, Valérie. Enfin, c'était beaucoup des auteurs du 6e rapport du GIEC, donc qui ont jugé que c'est... Donc le GIEC, comme il y a un rapport tous les 6 ou 7 ans, ce qui est bien aussi, c'est intéressant d'avoir des points d'étape, ce qu'ils ont fait. Le jour même où ils disent ça, c'est l'Assemblée, disons, notre Assemblée nationale vote... disons, le moratoire sur l'éolien et le solaire, c'est le même jour. Donc, il faut se rendre compte de ça. C'est incroyable. Je veux dire, donc, voilà. Donc, oui, dans les textes, c'est bien. Dans la réalité, on en est loin. Y compris en France, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas toujours dire c'est en Chine que ça se passe. Chez nous aussi. Donc, le rôle des scientifiques, ce que tu dis, c'est prendre parti, éclairer les politiques sur les réalités scientifiques, faire de la pédagogie vis-à-vis du grand public,
Il y a une initiative que tu conduis qui a attiré l'attention de Vincent. Tu peux expliquer? Vas-y. L'Alliance des générations pour le climat, ça te parle? Oui, c'est avec Jacques Bréjon. Oui, c'est un Rennais. cette idée. Oui, C'est un Rennais, Jacques Bréjon, l'ancien patron très du bien Jacques. Club Et, Cadby. Jacques s'implique beaucoup. Oui, on va voir Je sais que la prochaine, c'est déjà noté dans mon agenda. C'est un truc début décembre à Paris. J'ai promis d'y aller. Donc oui, oui, parce que c'est l'idée. Donc bon, c'est un peu pareil pour les retraites. On est en train de se il faut voir où on en est. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Enfin, d'abord, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici, mais ils sont quand même doublement concernés. Il n'y a que ça ce Que soir. ça. Toi, allez, voilà, ta génération. Vincent. Vous êtes doublement concernés parce que vous êtes concernés par l'inaction, c'est-à-dire que c'est vraiment après 2050 que les choses vont sérieusement se gâter, soyons clairs. Enfin, ça, déjà, c'est perceptible, mais bon, C'est ça va. Ouais, voilà. Donc, et ensuite, les jeunes d'aujourd'hui sont quand même concernés par l'action, parce que c'est finalement ceux qui rentrent dans la vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire aussi dans cette transition. Donc, on y reviendra peut-être, mais voilà. Donc, ces jeunes, donc c'est important. Donc, il y a vraiment. Et qu'est-ce qu'on demande aux jeunes d'aujourd'hui? Ça semble incroyable. C'est en gros, nous, on met du gaz carbonique dans l'atmosphère, je dirais, sans trop y faire attention. Et on leur demande, dans une vingtaine d'années, de le pomper de l'atmosphère. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est quand même un égoïsme incroyable. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'idée de l'Alliance pour les générations, c'est justement essayer de faire ce pont entre les générations, parce que c'est profondément intergénérationnel, ce problème du réchauffement climatique. Vous me direz que les retraites, c'est pareil. Hein, c'est un peu le... Voilà, on est en train... Je veux dire, par là, il faut absolument... oui, c'est clair que... ma génération va s'adapter au réchauffement climatique, je veux dire que voilà, au bénéfice de l'âge, je dirais. Mais c'est quand même, c'est jouer avec le feu, je veux dire, c'est très sérieux. C'est-à-dire un monde à 4 degrés en France, c'est peut-être un peu plus. Je dis pas que ça sera invivable, mais disons la qualité de vie se détériorera très sérieusement. Au moins, oui, vas-y. Tu peux nous dire à quoi ressemble un monde à 4 degrés? Un monde à 4 degrés, voilà, je citais le cas des canicules. C'est en France des possibilités de canicules, donc, parce qu'on parle de 4 degrés à la fin du siècle en France, des canicules qui dureraient tout l'été, enfin des canicules du type d'aujourd'hui. Disons une année comme 2003 ou 2022 qui était aussi assez chaude, hein, c'est le record en France. Ce serait une année tout à fait normale, évidemment. Donc, il y aurait des années exceptionnelles. Donc, en termes d'événements extrêmes, évidemment, les événements extrêmes vont devenir de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Les chiffres sont là, aussi bien pour les sécheresses, pour les pluies intenses. Tout ce qu'on vit aujourd'hui va s'intensifier. Des risques de feux de forêt. Sur les régions côtières, voilà, disons, on peut aller... Enfin, voilà aussi, c'est peut-être... pas loin d'1 mètre supplémentaire, enfin d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer, pas supplémentaire, hein, je dirais, parce qu'on a déjà pris 20 cm. Hein, c'est par rapport, disons, là aussi à la fin du 19e. Si vous êtes amoureux des Alpes et des Pyrénées, vous pouvez dire adieu à des belles saisons d'enneigement. Donc voilà, il y a beaucoup de, disons, le monde. Il n'y a pas de secteur. Voilà, donc ça dépend où vous êtes, mais dans tous les secteurs, il y a des conséquences. Voilà, sur l'océan aussi, voilà, on commence à réaliser qu'il y a aussi des vagues de chaleur océanique. Là, aujourd'hui, on nous dit, enfin, aujourd'hui même, on nous dit la Méditerranée à 26 degrés, c'est incroyable. Ça n'a jamais été le cas fin juin, hein, c'était hier. Donc, ça n'a jamais été le cas fin juin. Il faut voir le monde dans lequel on rentre, et avec des risques, effectivement, c'est ce qui s'était passé à Valence il y a 1 an et demi maintenant. C'est-à-dire que la Méditerranée très chaude est à l'origine, voilà, le mécanisme est très simple, hein, donc plus d'évaporation et plus de précipitations, et généralement violente. Donc c'est un monde où à la fois les événements extrêmes seront plus intenses, c'est un monde où la nature qui nous entoure sera aussi extrêmement touchée. Hein, donc voilà, je repars souvent sur la conclusion, disons, un peu très résumé du dernier rapport du GIEC. Le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et la santé de notre planète. C'est-à-dire que le GIEC dit clairement que c'est pour la nature qui nous entoure est aussi extrêmement vulnérable. On n'a probablement pas assez de regard vis-à-vis de la nature qui nous entoure, disons, par rapport
par rapport à ces conséquences du réchauffement climatique, des conséquences sur les populations, et je dis souvent que la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités, y compris dans notre pays. Donc voilà, quand j'étais au CESE, j'y étais effectivement 10 ans. J'ai coordonné, j'ai été co-rapporteur avec une juriste, Agnès Michelot, d'un avis sur la justice climatique en France, au XXIe siècle. Cette idée que, voilà, on parlerait plutôt d'injustice climatique. C'est clair que ce sont les populations les plus modestes, qui sont, alors qu'elles ne contribuent généralement très peu aux émissions, qui sont les moins à même d'y faire face. Je vais donner 2 exemples concrets. Moi, je vis à Paris sous les toits. Bon, la semaine dernière, c'était chaud, mais voilà, je suis venu en Bretagne, il fait un peu moins chaud. Donc, pas tant que ça. Donc, mais voilà, je veux dire par là, c'est très dur à Paris actuellement. Et généralement, les populations modestes n'ont pas forcément des habitats adaptés. Le confort d'été, on a un peu oublié en France. Voilà, donc on en parlait, j'en parlais dans le Grenelle dans l'environnement il y a 15 ans, on a un peu oublié le confort d'été. Et voilà, donc il y a ceux qui peuvent quitter les endroits où ils ont des difficultés à vivre et ceux qui ne peuvent pas. C'est très clair. Un autre exemple, j'en termine là, donc si on regarde un peu historique, donc si on regarde, parce que ça intéresse les territoires, si on revient il y a 2018, donc on a déjà une taxe carbone. Cette taxe carbone, elle est un peu cachée dans la TIPP, mais il y a une trajectoire d'évolution de cette taxe carbone entre 2018 et 2030. Voilà. Et donc le gouvernement d'alors, ça va être déjà de Bruno Le Maire, se dit on va augmenter ce rythme d'augmentation de la taxe carbone, en gros pour mettre l'argent, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'était pas pour l'écologie, malheureusement. Et voilà, donc effectivement, ça a été un des points de départ du mouvement des Gilets jaunes. Et rétrospectivement, on le comprend. C'est-à-dire que si cette augmentation avait été appliquée comme elle était envisagée, elle ne l'a pas été. Eh bien, alors évidemment, en termes absolus, ce sont les populations les plus riches, les plus aisées qui contribuent le plus, qui consomment le plus et qui donc, en termes absolus, auraient contribué le plus à cette augmentation. En termes relatifs, les 10% le dernier décile, les 10% les plus modestes, par rapport à leurs revenus, auraient contribué 3 fois plus que les 10%, le décile des plus aisés. Donc, je veux dire, ce sentiment d'inégalité qui a été perçu dans les territoires était vraiment réel. Je veux dire, donc voilà, ça c'est une analyse du Conseil d'analyse économique. Ces chiffres, quelques années, l'année suivante ou l'année d'après, les gens, ce sentiment d'injustice dans les territoires était quelque chose de tout à fait. Donc je veux dire aussi qu'on peut créer des inégalités, et ça c'est assez important, dans certaines mesures qui sont prises pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien ça auquel il faut faire de l'attention. Les inégalités peuvent être dans les conséquences, elles peuvent être aussi dans les mesures. C'est pareil pour l'adaptation et tout cela. Donc il faut être très prudent par rapport à ces problèmes sociétaux importants. On va revenir sur la question de l'adaptation, mais si on poursuit juste sur la place donc, des scientifiques, donc tu nous as décrit le monde à 4 degrés, plus 4 degrés, on voit bien toutes les conséquences négatives. Et pour autant, si on reste sur la question du débat public, tu l'as dit toi-même, on voit aujourd'hui de plus en plus de lois qui se votent, qui ne vont pas dans le sens de ce que préconisent les scientifiques. Alors on se moque des Américains, du drill, baby drill de Donald Trump, mais tu as cité des exemples récents, le moratoire sur les énergies renouvelables, la fin des ZFE, la fin du ZAN, la baisse des subventions pour la rénovation énergétique. Exactement, la liste est longue et chaque jour, la loi du plomb avec elle est discutée aujourd'hui, non? Oui, exactement. Ouais. Elle a été votée en plus, c'est terrible. Voilà. Elle a été votée. En commission mixte paritaire. J'écoutais pas, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que quand tu vois ça? Alors après, donc il y a voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est-à-dire les scientifiques, ils sont pas pédagogues, c'est quoi le problème? Je vais dire, les scientifiques, ça fait partie. Moi, j'ai toujours considéré comme faisant partie de mon travail
de communiquer ce que disons les résultats qu'on obtient dans les laboratoires ou collectivement au sein du GIEC, je veux dire, par là, dans notre communauté. Donc je pense que ça fait partie du devoir, du travail du scientifique. On le pense beaucoup. Alors il y a toujours certains scientifiques qui pensent qu'on doit rester dans nos tours d'ivoire, mais ce n'est pas vraiment le cas actuellement. Beaucoup de jeunes n'ont qu'une envie, c'est de communiquer. Ça, c'est une première étape. Je dirais que c'est le devoir du scientifique, de communiquer. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais, c'est toujours les politiques qui, je veux dire, c'est vrai que la communication, elle est plutôt, en tout cas, répondre à toutes les sollicitations. C'est toujours ce que j'ai fait. À chaque fois qu'on, voilà, la deuxième étape, c'est de s'impliquer soi-même un peu, je dirais, un peu plus politiquement. Donc moi, j'ai essayé de le faire. Je me suis impliqué avec Pierre Laroutourou dans le pacte finance-climat. Donc, j'ai le sentiment que l'Europe est quelque chose d'indispensable. Voilà, donc on s'est impliqué avec Pierre. Bon, je crois que ça a aidé. On va créer une dynamique. Le Green Deal s'est mis en place. Je dirais pas que c'est à cause de ce qu'on a fait, mais disons, voilà, ça participe un petit peu. Enfin, c'était dans l'esprit. Le Green Deal est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on propose. Simplement, il est en train de complètement de disons, son ambition est un peu disons, sur tous les volets et on voit bien la France, par exemple, qui s'oppose à cette idée d'un passage de à moins 90% en 2040. C'est la France qui s'y oppose actuellement. Faut bien voir ça. Donc ça c'est alors aussi politiquement, je me suis engagé. J'ai soutenu. Cédric était votre précédent invité. Lors des dernières, on peut être anecdotique quelquefois ici. Donc lors des dernières élections, il y a 4 candidats qui m'ont sollicité. Alors attends, il y en avait un qui était un peu marginal, mais ensuite il y a David Béliard qui était le candidat écolo qui me sollicite. Je lui dis non, je ne veux pas, pour être son soutien. Ensuite Cédric qui me sollicite. Je lui dis non, si je soutiens quelqu'un, ça sera Anne Hidalgo. Alors je ne savais pas du tout, je connaissais à peine. Et puis voilà, donc effectivement, elle m'a sollicité. Alors je reste toujours très ami avec Cédric. Non, je ne crois pas ça, mais c'est vrai qu'il m'avait sollicité pour prendre pour m'impliquer dans son comité de soutien. Et voilà, donc je me suis impliqué dans celui d'Anne Hidalgo. Je ne le regrette pas. Donc voilà, je pense que on peut en discuter, mais voilà, dans la voiture. Mais je pense qu'elle a le mérite d'avoir essayé de mettre en disons, de faire ce qu'elle a promis dans sa campagne, disons, donc là, au niveau de Paris. Voilà, donc ça c'est d'autres. Alors il y a un troisième niveau d'implication. Disons plus militantiste, donc tu as Extinction Rebellion, donc je dirais que c'est un troisième niveau, ou bien disons ceux qui vont sur la 69 sur l'autoroute, les Amis de la Terre, et tout ça. Donc moi je suis très impliqué dans l'association. Je préside Météo et Climat, j'y passe beaucoup de temps. J'ai présidé une association sur la responsabilité scientifique. Voilà, donc je suis aussi très, très fanat des associations. Mais c'est vrai que je ne me suis pas engagé dans Extinction Rebellion ou dans... Disons, mais j'ai toujours soutenu cette démarche. Je pense que c'est une démarche qui est tout à fait utile. Voilà, même si moi, je me suis jamais allé me pendre aux grilles. Mais bon, voilà, je suis allé témoigner quand même. Je suis allé témoigner au tribunal, à Paris. Je pense que c'était des gens d'Extinction Rebellion qui étaient, disons, un procès. Donc, je suis allé témoigner de la réalité du réchauffement climatique. Ça, j'ai accepté de le faire. Mais je suis jamais allé m'accrocher aux grilles. Donc, je dirais que c'est les 3 niveaux. Donc un engagement politique. Et je pense que pour ça, il faut s'engager politiquement. Et, par exemple, Cédric a bien fait de s'engager quand même, voilà, pour revenir à ça. Mais donc, après, c'est chacun à son rythme. Donc moi, je le fais à ma façon, comme ça. Et voilà, je l'ai fait plus en tant que scientifique, oui, en tant que j'ai essayé de m'intéresser à la politique au sens, disons, noble du terme, m'engager. Moins du militantisme, disons, où il peut y avoir quelquefois vraiment... je suis pas... disons, la dernière marche du climat que j'ai faite, il y avait des black blocs partout, on a arrêté la marche. Je veux dire, moi, ça m'a un peu interrogé quand même. Donc, disons, la violence, j'ai un peu de mal. Bon, c'était le cas de la dernière marche sur le climat que j'ai faite. D'ailleurs, on n'a plus. C'est impossible de faire des marches sur le climat. Vous vous rendez compte, on en est. Voilà, donc voilà un petit peu, je ne sais pas si ça répond. 3 volets, le volet scientifique, le volet engagement politique et le volet militant. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Donc et sur le volet entreprise, relations aux entreprises.
entreprises. J'ai pris connaissance d'un échange que tu avais eu dans le cadre de la main tendue du MEDEF, qui en 2023 t'avait invité à son université d'été, si je ne m'abuse. Tu as vu un échange avec Patrick Pouyanné, où tu lui disais faut arrêter. Il faut arrêter et tu l'écris dans ton livre à nouveau, il faut arrêter d'ouvrir de nouveaux champs d'exploration de pétrole. Et il t'avait répondu que lui, il vivait dans la vie réelle, qu'il y avait un risque d'inflation pour les gens, et puis qu'il faut du temps à tout ça. Si aujourd'hui, maintenant, là, avec un froid, tu l'avais devant toi à nouveau, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que, disons, être le petit chien de Donald Trump et d'aller forer dans le golfe d'Amérique, c'est vraiment très triste. Ça m'attriste encore plus que ce qu'il a fait avant. Je veux dire, c'est tout le problème de... Voilà, Patrick Pouyanné il va à la soupe, c'est clair. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Je pense que j'aurais su lui dire oui. C'est un peu triste parce que le problème de... Bon, si on parle de Donald Trump, relancer les forages aux États-Unis, ça lui apportera pas grand-chose parce que, c'est pas très rentable forcément. Mais, ça a libéré les appétits, les producteurs de l'OPEP qui commençaient à s'assagir un petit peu, ou des Pouyanné qui commençaient à s'assagir un petit peu en disant oui, il va falloir faire quelque chose, essayer de participer à l'effort. Laissez-nous du temps. Laissez-nous, mais on va le faire. Là maintenant, c'est écoutez-nous jusqu'à 2040, on va augmenter les émissions, la production de fossiles. C'est très clair maintenant. Donc tout d'un coup, c'est devenu il y a même plus de, c'est complètement libéré, y compris Pouyanné et les autres d'ailleurs, tous les producteurs. Quand on regarde, le langage a changé quand même. C'est pour ça, l'influence de Donald Trump est très néfaste, bien au-delà des frontières des États-Unis en matière de combustibles fossiles. Ça libère les entreprises qui sentent pousser les ailes. Bon, ça libère autre chose aussi, mais enfin, ça libère les populismes, mais c'est un peu différent. Mais si on reste tout aussi grave, d'accord. Si on reste sur le terrain justement scientifique, ces entreprises-là, tu as parlé tout à l'heure des lobbies. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les scientifiques éclairent les politiques, ils disent c'est pas bon pour la population, et pour autant ça se fait. Et donc tout à l'heure tu dis un des facteurs qui fait que ça se fait, c'est le lobbying. Quel regard tu portes de ton point de vue scientifique et de ton expérience sur cette question du lobbying ? Alors, disons sur la question du lobbying, moi ça me déçoit. Par exemple, allez, on va prendre l'exemple concret. Alors je ne sais pas, tel que je comprends un lobbying récent, l'Europe propose la fin des véhicules thermiques en 2035. On va essayer de prendre cet exemple. C'est clair qu'il y a eu un lobbying sauf Tavares à l'époque qui disait donnez-nous une règle, on va y arriver. Mais autrement, il y a un lobbying effréné des constructeurs automobiles européens pour dire c'est pas possible et tout ça. Donc c'est un lobbying très clair. Il y a aussi un lobbying après de ceux qui faisaient des véhicules de luxe ou des véhicules de sport en disant nous on n'est pas concernés, ainsi de suite. On voit bien comment ça se passe. Et là on est en train de reculer au niveau de l'Europe, alors que c'est ce qu'il faudrait faire, soyons clairs. Donc donc une mesure est proposée, elle est votée, et puis après on n'arrête pas. Mais on peut parler aussi en France des mesures on prend souvent des mesures intelligentes en France, mais on met une date d'application et généralement on en recule la date d'application parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, et souvent quand même, ça peut être le lobbying des bâtisseurs. Donc ça peut être, au niveau de la mobilité, ça arrive vraiment assez souvent. Donc il y a aussi le problème du modeling dans le milieu agricole, ou l'agro-industrie, oui, dans tous les domaines, il y a du lobbying, effectivement. Et on voit notamment par des dossiers qui sont sortis, tu parlais de Patrick Pouyanné de Total l'année dernière, qui était une sorte de fabrique du doute. Oui. Là, on n'est plus trop dans la fabrique du doute. Donc les lobbies, en fait, ont commencé à opérer ailleurs, dans l'inconscient collectif, d'une certaine manière. Comment effectivement, on est moins dans la fabrique du doute. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et donc, là, il y a moins d'écoute quand même. Donc, effectivement, la fabrique du doute est moins facile. Elle se déplace, la fabrique du doute. Il faut bien voir qu'elle est là, justement. C'est exactement... la fabrique du doute, elle se concrétise maintenant. On ne va pas prendre d'action. En gros, les jeunes, maintenant, et on entend certains politiques dire ça. J'en ai entendu.
ok, il y a un problème, mais les jeunes y arriveront. Hein. En gros, les Marine Le jeunes Pen a trouveront dit les qu'il fallait- solutions. Il fallait C'est ça le investir doute. dans la climatisation. Là. La Ouais, solution est voilà. trouvée. Donc voilà, et puis donc c'est ça la fabrique. Ben, tu vois ce que je veux dire, ça se déplace. Donc voilà, pour moi, disons, prendre des mesures comme sur la prime rénov ou même sur l'éolien et le solaire, c'est du climato-scepticisme. C'est une autre forme de climato-scepticisme, tout aussi. Voilà, ça se déplace dans les, disons, on nie la capacité de certaines solutions à le mettre en place. C'est vraiment une autre étape, mais voilà, on ne peut plus tellement attaquer la réalité. Même, c'est assez difficile de dire que c'est pas l'homme qui en est à l'origine, mais voilà, donc. Voilà, et on voit bien ce qui va se passer. Bon, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a l'adaptation, l'atténuation, on diminue les émissions, puis la géoingénierie. Maintenant, on voit bien ce qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire ces solutions, on va manipuler le climat. Bon, voilà, donc On va y venir parce qu'effectivement, si tu y viens, c'est bien, j'en parlerai Voilà, après. justement, parce qu'on en parle dans ton livre. Ouais, voilà. Donc là, on a vu un peu les aspects, et c'est important parce qu'on voit bien que toi, tu occupes en tant que scientifique une place importante dans le débat public, et donc c'était important de recueillir ton opinion par rapport à ça. Et une façon d'occuper la place dans le débat public, c'est de publier un nouveau livre. Ouais. Donc, merci. Voilà, Ouais. Les Orphelins de la planète, Ouais. aux éditions Grasset. Voilà. On n'est pas en relation avec les éditions Grasset, donc on vous laissera le soin d'acheter le livre dans toutes les bonnes librairies, sauf la nôtre. Merci. Voilà, donc Les Orphelins de la planète, c'est un dernier livre que tu viens de publier, tu en as publié de nombreux. Avec Claude Henry, hélas, ouais. qui vient de décéder, qui est un grand monsieur, hein, voilà. je veux dire, c'est Oui, très peu connu, mais vraiment c'est quelqu'un de formidable, je veux dire que... Oui, physicien, économiste, Ouais. professeur honoraire à l'école polytechnique à l'université Columbia. Ouais, et disons, l'idée du livre vient de lui quand même. C'est lui l'instigateur de ce livre. Et donc tu l'as écrit avec lui et Alain Grandjean, qui est bien connu, qui est chez on a Carbone bien 4. travaillé ensemble, c'est pas ça, mais... C'est économiste, quoi. Là aussi, Claude Henry il a mis un point d'honneur à terminer la lecture de ses épreuves et les corrections sur ses épreuves, et 2 ou 3 jours après, il décédait. Il a mis tous, vraiment, il était... D'ailleurs, j'ai échangé avec son épouse qui me dit que c'est son livre qui l'a mené au bout, ce livre-là. Donc ça, il est décédé il y a 2 mois maintenant, c'est assez émouvant, juste avant l'apparition du livre. Oui, vas-y. Oui, donc ça, non, mais c'est important de lui rendre hommage parce que c'est un travail collectif, on l'a bien compris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il associe et les scientifiques et les économistes, qui, à leur façon, sont des scientifiques, mais ça permet de voir le sujet sous plusieurs angles. Ouais. On le voit d'ailleurs au sein du GIEC, il y a aussi des sujets juridiques, il y a des sujets de sociologie. Oui. Mais ici, on est donc économie et sciences du climat, mais pas que. Ouais. Et donc, moi, la première question, c'est pourquoi un livre de plus ? Parce qu'on a écrit tellement, toi, des livres dans ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé pour ce livre, c'est Claude qui m'a sollicité. Non, le point de départ, on a écrit on avait écrit quelque chose d'une 20aine de pages. Donc moi, j'avais écrit plus la partie climat. C'est Claude qui avait l'initiative. Ça s'est terminé il y a maintenant 1 an et demi. C'était trop long. Et puis le monde diplomatique, on a fait une page entière. Donc voilà, on était tous les 3. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, faire un texte d'une 30aine de pages. Alors, et puis après, je sais pas, Alain Grandjean a pris contact avec Grasset. Et on a dit, on va faire un livre pas trop long. Voilà, donc 185 pages. Ouais, c'est l'idée du livre. Oui, depuis on m'a pas mal. Par exemple, je refuse plutôt d'écrire actuellement. J'ai envie de me poser un peu. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la vie que d'aller dans un hamac. Si tu veux aller dans un hamac, l'éloge de la paresse là. J'ai très peu passé. Je peux donner le scoop quand même. Oui. Donc vous savez comment Jean Jouzel a préparé son intervention. Il était fait un tour. Il y a un hamac là-bas. Ouais. Et on l'a surpris. Il était là dans son hamac, ouais. en train de savourer la vie. Tu as raison, c'est ce que je faisais. Voilà, donc finalement, il y a aussi prendre du recul. Donc non, écrire un livre, oui, je pense que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été sollicité. Disons, après l'altercation avec Pouyanné et Poulailler. Poulailler, c'est là où on en a aussi. Il y a des altercations. Non, j'ai eu au moins 4 ou 5 sollicitations d'écrire des livres. J'ai tout refusé. Celui-là, j'ai dit avec Claude Henry, je vais le faire. Et puis voilà. Mais c'est vrai que... je ne sais pas si c'est très utile. C'est beaucoup de travail. Moi, je veux dire, j'ai écrit ou co-écrit beaucoup de livres, mais pratiquement tous les étés depuis une quinzaine d'années, c'est à écrire des livres parce que on fait autre chose et
c'est pendant les vacances qu'on est. J'en ai un peu. Ouais, voilà, j'ai envie de vraies vacances. De prendre des vraies vacances dans le Voilà. hamac. Moi aussi. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai pas de livre en chantier, de nouveaux livres pour répondre à ta question. Mais voilà, celui-là est très bien, je vous le recommande. Hein. Oui, alors, Voilà, donc, alors il y a effectivement, comme souvent dans ce genre d'exercice, il y a toute une phase de diagnostic et on n'y Ouais. reviendra pas parce que je pense Ouais. que les gens dans l'assemblée, bien et puis sûr, ils bien liront le sûr. livre et puis tu nous as déjà un peu éclairé. Ils voient ce qui se passe. Simplement, tu esquisses des solutions, des perspectives. Ouais. Tu as évoqué tout à l'heure l'atténuation et l'adaptation qui sont quelque part, hélas, un peu la nouvelle donne de ces questions-là. Ouais. Vincent voulait t'interroger sur ces questions-là. Vous m'entendez bien? Ouais, vas-y. Ouais. Justement, par rapport il y a un chapitre sur les solutions, Oui. qui en fait a un chapitre un peu Oui, il y a sur les villes, il y a sur les. Oui, voilà. qui est porteur d'espoir d'une certaine manière. C'est quand même, l'idée du livre, c'est quand même de, voilà, on termine en disant, bon, voilà, il faut vraiment que, enfin, vis-à-vis des jeunes, justement, je crois que la dernière phrase, ou le dernier petit paragraphe, c'est, la seule façon, c'est de s'engager justement pour que vous ne deveniez pas les orphelins de la planète. Voilà, c'est peut-être pas exactement tout à la fait, dernière. c'est ça, Je te la lis, je la connais pas par cœur, mais voilà, je crois que ça se termine comme ça. C'est justement Votre notre mobilisation devrait voilà. permettre d'éviter le pire, que vous deveniez les orphelins de la planète. Ouais, voilà. Voilà, donc l'idée, oui, pour moi, il y a justement, c'est ça que c'est vrai que je travaille dans ce domaine depuis une bonne 50aine d'années. Mais j'ai toujours, disons sans y porter attention, j'ai toujours eu, toujours dit la même chose, je pense. C'est-à-dire, c'est un problème important, mais il y a des solutions. J'ai toujours essayé de dire ça. Disons, c'est un problème, mais il y a des solutions. Malheureusement, plus on approche du mur, je dis toujours ça. Parce que quand même le diagnostic est là, et je reviens au rapport sur ce que serait notre réchauffement climatique à 1,5, et par exemple Valérie Masson-Delmotte y a joué un rôle important, et je reprends ce qu'elle dit très souvent, et elle a raison, c'est qu'un dixième de degré ça compte. C'est-à-dire pourquoi il faut agir. Alors on ne rêve pas, hein, donc on ne reviendra jamais à 1,5 degré, on aura peut-être du mal à revenir à 2 degrés, ça reste possible si on se serrait les coudes. Mais un dixième de degré, ça compte. Et donc, ce qui est fait, ce qui est fait pour atténuer le réchauffement climatique, c'est toujours ça de gagner. Donc, il faut le faire. Alors, oui, vas-y. Justement, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est... on parle beaucoup de technosolutionnisme, sans aller jusqu'à parler de technosolutionnisme. Tu parles quand même de méga-batteries, de solutions de méga-batteries pour stocker les énergies renouvelables. Tu parles de nouveaux matériaux. Et dans le même chapitre, tu adresses le biomimétisme. Mimétisme aussi, oui. Et le biomimétisme qui justement est l'inspiration des choses de la nature. Où par définition, ce que tu construis ne doit pas être considéré comme un déchet demain. Voilà. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est cette dose d'espoir en se disant finalement, on aura des solutions technologiques qui vont nous sauver. Est-ce que ça ne va pas contribuer au fait que finalement, on n'agisse pas au quotidien, que ce soit la routine quotidienne, et que finalement, on finisse par déchanter du fait d'une contraction peut-être économique qui est déjà amorcée et qu'on se voile la face d'une certaine manière. Donc je vais essayer de donner mon sentiment. Je ne suis pas pour, je suis pour l'innovation. Pour répondre à ta question, je suis pour l'innovation, mais disons dans la logique, donc on souhaiterait une neutralité carbone en 2050. Pour moi, les innovations n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans une trajectoire, dans un chemin qui nous emmène à la neutralité carbone. C'est ça, là. Donc, je veux dire, je suis pour l'innovation. Donc je ne suis pas anti-technologique pour répondre à ta question, mais il faut que les innovations soient vraiment regardées à ce prisme-là. Ce n'est pas forcément le cas. En gros, quand même, soyons clairs, les deux domaines où les émissions sont en train de croître très rapidement, c'est l'intelligence artificielle et puis le transport aérien. Donc on voit bien que ça repart l'intelligence artificielle est aussi en train d'être très consommatrice d'énergie et donc quand même de gaz à effet de serre, même si on le fait à travers la relance du nucléaire aux États-Unis. Cette énergie
non carbonés seraient utiles pour beaucoup d'autres choses, ça je veux dire. Donc c'est un peu comme le cas de l'aviation, même si on dit on va faire des combustibles, des e-combustibles ou des combustibles à partir de biocombustibles, c'est autant pris pour d'autres aspects. Donc c'est très égoïste de dire ça. Hein. Donc on va mettre tout l'effort sur l'aviation, donc on pourra continuer à voler, et puis les autres, ils se débrouillent. Donc c'est tout cela. Mais donc ceci étant, l'innovation est importante quand même. L'innovation dans les matériaux est importante. Je le crois profondément. Donc ça veut pas. Non, je ne dis pas que. Alors, disons, je crois que. Bon, je pense que quand on me demande autour de quoi on construit la transition, pour moi, il y a 3 termes importants. Donc, j'en ai déjà donné un, c'est inégalité, ou en fait l'équité, c'est-à-dire c'est comment on fait comment on porte attention, comment on fait pour que cette transition n'accroisse pas les inégalités. Hein, c'était un peu l'objet de notre rapport d'ailleurs. Comment on fait? On rêve pas, ça ne veut pas les gommer, mais au moins que voilà. Il y a, disons, la solidarité. Hein, donc, et la solidarité internationale, on a un peu discuté, elle est complètement absente actuellement. Je ne vois pas comment, sans solidarité, on arrivera à prendre la mesure du réchauffement climatique. Et donc, et là, il y a, alors, il y a sobriété. Alors, bon, c'est vrai que je le dis souvent, mais j'aime mieux. Donc, voilà, ça a une connotation négative chez nous. Hein. Et bon, j'aime. Enfin, dans le GIEC, on utilise, dans la version qui est anglaise originale, on utilise le mot sufficiency. La sufficiency, c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est comment tu fais une société qui permet à tout le monde de vivre correctement, si tu veux. Voilà, donc c'est un peu ça l'esprit. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas. Donc, cette idée est bien là. Donc, je l'ai bien. Oui, bien sûr. On n'arrivera pas, disons, sans un regard sur nos activités, à prendre la mesure du réchauffement climatique. Mais ça ne me fera pas dire qu'il ne faut pas d'innovation. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, bon, je veux dire, sur ce point de l'innovation, juste particulièrement, dans ton livre, tu évoques la modification génétique des moustiques pour lutter contre la malaria. C'est Claude qui aime ça. Tu évoques des capteurs de mesure d'humidité en agriculture pour irriguer, des mini-jardins dans les étages des bâtiments urbains. Ça sonne quand même pas mal, excuse-moi, le technosolutionnisme, vraiment. Oui, donc, est-ce qu'on n'est pas en train de prolonger un système qu'il faudrait juste remettre en cause profondément? Oui, alors... c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais... Non, mais ça se discute. Tu l'as mieux dit que moi. Ouais, voilà. Non, je peux défendre... Bon, moi, je défends la végétalisation en ville et faire des jardins. Voilà. Il faut refaire l'exode urbain plutôt et venir vivre à la campagne. Ah si, on y est là. Hein, donc, mais... Tu peux aussi dire que c'est pas toi qui as écrit ce chapitre. Non, mais ça, Claude était très attaché, mais je l'ai accepté, donc je vais pas te dire. Donc je peux te dire les chapitres qu'on a écrits, ça c'est Claude qui a écrit ça parce qu'il était très attaché à l'innovation, mais c'était des exemples. Mais bon, il parle aussi de beaucoup d'autres choses. Quand même, justement, ne pas se fâcher avec ses amis, avec la nature, par exemple. Il a beaucoup de respect. Il y a tout un chapitre. Je vais défendre quand même notre livre. Je veux dire, bon, pas sur les thèmes que tu évoques. Je veux dire, il y a aussi quand même, ne pas froisser nos ennemis. Je sais plus le titre du chapitre, mais si tu veux, la nature est vraiment très présente dans cet ouvrage. Alors voilà, avec ces petits exemples que tu donnes, je suis d'accord, mais ne croyez pas que... Voilà, par exemple, voilà, on voit bien la difficulté de la végétation, les difficultés par exemple, l'absorption du CO2 n'est pas aussi simple que ça, mais les solutions basées sur la nature restent très, disons, aussi mises en avant. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ça effectivement, c'est les positionnements nuancés sur la technologie. Ouais. Autre question qui fait un peu controverse, qui est celle de l'agriculture. On entend, c'est l'époque des moissons, là, la batteuse est sortie ce soir. Oui. Et dans ton livre, tu dis, il y a vraiment besoin, la conjonction du modèle d'agriculture industrielle avec le changement climatique va causer des famines. Est-ce que tu écris ça? Tu dis donc agriculture industrielle provoque famine, si je fais simple et que je lis ton livre. Oui, mais à côté de ça, on a d'autres tenants de l'agriculture industrielle qui nous dit au contraire, nous sommes ceux qui allons défendre la souveraineté alimentaire. Alors qui a raison? Donc la souveraineté alimentaire à tout prix, c'est bon. Je connais le. Disons, c'est peut-être louable, mais si c'est au prix de la qualité de l'agriculture, c'est assez regrettable. Donc voilà. Donc non, moi je vois bien. Voilà, je vois bien les modèles agricoles. Hein. Hier soir, j'ai fait une conférence comme ici.
Et donc la personne qui m'a emmené, donc c'est Marcel Deniol, qui était ancien président de la... Bon, voilà, qui est... Caisse de Bretagne agricole. Voilà, donc c'était avec Marcel, je suis allé discuter d'agriculture. Donc tu vois, donc c'est l'ancien patron du SPACE. Du SPACE et de la chambre, et patron de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà. Donc lui, il n'a pas lu ton livre, parce que s'il voit dans ton livre que le modèle agro-industriel... Là, il m'envoie des trucs... non, on échange beaucoup, t'inquiète pas. Mais donc, voilà, oui, j'ai ma famille, donc maintenant on avait la ferme où je suis né, il y a une 30aine d'hectares. Mon frère est décédé il y a 2 ans. C'est notre neveu qui a pris les terres. Donc lui aussi, il est plutôt sur l'agriculture, assez classique. Et quand tu lui expliques que ça va causer des famines, qu'est-ce que ça l'inspire ? Il faudrait que j'explique ça, oui, quand même. Non, pour le moment, donc il commence ses moissons, effectivement, et j'ai mon petit-fils qui y est, aussi, donc qui est un gros Bordeaux, donc on discute beaucoup de ça, donc voilà. Mais oui, moi, l'agriculture telle qu'elle est actuellement, on est assez négatif. Moi, je pense qu'il faut aussi revoir l'histoire. C'est-à-dire, l'agriculture telle qu'on l'a développée, c'est pas que la souveraineté alimentaire, c'est aller au-delà. C'est-à-dire, c'est inonder l'Afrique de nos... Quand tu me parles de souveraineté alimentaire, c'est généralement... C'est pas moi qui dis, c'est un terme qui est employé par... Justement, mais ce terme cache aussi cette volonté d'exporter. Donc c'est un peu ça peut-être qui est le plus... qui me questionne, parce qu'on a, disons... un continent qui pourrait être, ou qui aurait pu être, autonome au niveau alimentaire, avoir son autonomie alimentaire, a complètement perdu son autonomie alimentaire parce qu'on les a inondés de nos produits. Donc c'est plutôt ça pour moi l'erreur que simplement vouloir au niveau d'un pays comme le nôtre être souverain. Si ça s'est limité à ça, mais c'est bien au-delà. Voilà. Très bien. Mais alors l'agriculture, c'est un peu à la conjonction de plein de disciplines. Là, on parle de climat, mais au final, donc les études de Rockström sur les limites planétaires, ça parle peut-être à beaucoup d'entre vous. Exactement. Donc il y a 9 limites planétaires, dont 6 voire 7 ont été dépassées. Ouais. Finalement, le problème qu'on rencontre, il y a le problème du climat, mais c'est un ensemble de problèmes. Et est-ce qu'on voit émerger une démarche systémique où justement on a la possibilité de casser les silos parce que finalement les solutions qui règlent un problème vont peut-être engendrer des problèmes, amplifier un autre problème et ainsi de suite. Oui, donc alors qu'on est obligé de revoir le modèle, c'est ce que tu disais. Oui, mais alors moi la réponse que donc par rapport aux limites planétaires, effectivement, il y a 2 limites planétaires, celle du phosphore et de l'azote qui sont disons directement liées à l'agriculture. Au changement d'affectation des terres. Des terres, voilà. Donc, t'en redis ta question, donc, parce que du coup, j'ai perdu le dire. Finalement, si l'approche en silo, c'est pas une approche qui est vouée à échouer. Donc, je pense quand même que c'est un bon modèle, mais dont on voit bien qu'il n'est pas, qui ne se concrétise pas. Je pense que l'effort qui a été fait par rapport aux limites planétaires, c'est plus les objectifs du développement durable. Si tu regardes, il y a les 15 objectifs du développement durable qui, eux, tiennent compte de l'ensemble, y compris la pauvreté des populations. Donc, je défends le GIEC parce que, je le redis, les gens nous disent vous êtes intéressés qu'au climat, pas à la nature, pas à la biodiversité, c'est complètement faux. Dans ton livre, tu parles de ces liens-là. Voilà. Donc, mais effectivement, pour des objectifs de développement durable, ont essayé de prendre l'ensemble de ces limites planétaires, c'est un peu ça l'idée. Donc, le climat, disons, est très présent, mais malheureusement, je ne sais pas si disons, il n'y a pas un suivi de ces objectifs suffisant pour que ça se concrétise dans tous les domaines qui... Voilà, donc, disons... Dans l'esprit, disons, il y a des gens qui ont essayé de prendre la mesure complète des problèmes de notre planète. C'est pour moi plus largement les objectifs de développement durable que simplement le GIEC ou l'IPBES, tu vois, ou ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Mais concrètement, ça ne se traduit pas sur le terrain. Et c'est vrai que dans le livre, il y a 2 limites planétaires, en plus de celle du CO2, qui sont clairement évoquées. Celle entre le lien biodiversité et climat, l'autre sur tout ce qui est cycle de l'eau. Voilà, donc ça a été bien approfondi. Et je pense qu'on les a un petit peu en tête, et puis le temps passe, et je voudrais surtout pouvoir donner la parole au public. Juste conclure sur les solutions. Donc ton livre, comme le disait tout à l'heure Vincent, s'achève par toute une liste
de solutions. Je les cite, fixer un cap et trajectoire, la taxe carbone, tu en as parlé, les bonus-malus écologiques, les règles budgétaires européennes et le rôle de la Banque Centrale Européenne, les contraintes des entreprises polluantes et des banques, on en a un petit peu parlé. Arrêter les subventions, cesser l'exploration des champs pétroliers, tu l'as dit à Pouyanné, mais tu n'as pas complètement entendu. Politique, climatiser les publics. Hein, c'est ce qui climatiser les politiques publiques, voilà, c'est ce que tu dis. Donc, dans l'idée, ça pourrait, disons, je crois que c'est à partir de l'an prochain ou maintenant, disons, chaque ministère est censé passer sa proposition de budget au crible de l'écologie, mais ça ne se fait pas réellement. Hein. Donc ça serait l'idée quand même. Hein. Donc, mais la réalité, c'est que ça ne se fait pas. Donc oui, il y a, disons, c'est éminemment politique les solutions. Ça peut être, tu l'as dit, technologique. Bon, c'est une partie, mais ce sont éminemment des solutions politiques quand même. Donc voilà, c'est des politiques au sens noble et on voit bien que voilà, on manque d'hommes politiques ambitieux. Donc, ou de femmes. Ou de femmes d'ailleurs, mais oui, de femmes politiques ambitieux. Alors, cette ambition existe-t-elle Mais ça remet trop en question le système, peut-être. Ah bah, oui, mais ça c'est clair. Donc électoralement, ça porte moins. Je redis, pour moi, le réchauffement climatique et tout ce qui est autour, disons, oui, effectivement, interroge le système. Donc, il est clair que l'ultralibéralisme dans lequel on vit actuellement n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est plus de solidarité. C'est un peu ça qu'on n'a pas dans nos sociétés, qu'on est en train de perdre. Donc, oui, ça interroge le système complètement pour moi, oui. Équité, solidarité, sobriété, c'est le triptyque dont tu parlais tout à l'heure. Parce que généralement, j'aime bien l'organiser autour de ça. Oui. Très bien. Quand je fais certaines conférences, oui. Voilà, je pense que c'est 3 mots qu'on peut retenir à ce stade. Te remercie pour ton intervention et puis on va passer la parole aux questions de la salle. Je dis la salle, mais non, de la nature. Il y en a qui prennent des notes, là. Ils sont bien, il y en a qui travaillent. On a un micro qui va tourner. Ouais. Voilà. Roxane, c'est bon, tu veux ou tu veux que je m'en occupe? Ouais, ça va. Ça va aller. Vous entendez bien, on parle, parce que j'ai l'impression que des fois ça coupe. Ouais. Bon. C'est pas facile. Ok. Claire, tu veux peut-être donner un coup de main pour faire circuler le micro pendant que Roxane lève la main. fait la... Tiens, Roxane, il y a Claire qui va te donner un coup de main. Je vais faire attention au câble. Il y a plein de gens pas timides là. Damien, il y a déjà quelques questions. Oui, certainement. Voilà, Damien. Bonsoir, Damien. Ouais, donc moi j'ai un problème de fond avec le. C'est très amical hein, ce que je dis, mais je ne sais pas comment le formuler, donc je vais. Il faut y aller. Avec cette espèce d'esprit béni oui autour du fait qu'on va s'en sortir. En fait, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi dans tout le vocable du climat, de tous les vocables de tous les défenseurs du climat, on nous dit faites des efforts, ça va sortir. Je suis persuadé que si on disait aux gens c'est mort. Et maintenant, il faut changer de système. Tu vois, enfin, on a l'impression qu'en fait, il y a une peur de changer de système et des conséquences, alors que même on sait qu'on y va. C'est comme si, pour moi, on était dans une voiture, on a les 4 pneus crevés et la station-service est à 35 bornes et on va dire non, tu vas voir, en roulant sur les jantes, ça va le faire, quoi. Bah non, en fait, ça ne le fait plus. Pourquoi il y a cette timidité ou est-ce qu'il y a une timidité et pourquoi est-ce qu'il y en a une dans le milieu des scientifiques Moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'essaye de dire qu'on va dans le mur. Actuellement, on va dans le mur. Je suis très clair. Je veux dire, les 3 degrés bon, voilà, il y a des pays qui deviendront invivables. On peut en discuter de ce que serait un monde à 3 degrés. Je dis, on est en train d'aller dans le mur. Et je dis effectivement, par rapport à ta métaphore, si on ralentit, on aura peut-être moins mal. Hein, c'est tout, c'est un peu ça. Hein, donc, je veux dire, je n'ai pas dit qu'on les 1,5 degrés, on n'aurait pas. 1/10 de degré, ça compte. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut quand même faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de casse. Je pense que dès à 2 degrés, il y a beaucoup de conséquences du réchauffement climatique. Ça va dépendre des pays, évidemment, de ce que l'on regarde. Mais je n'ai pas dit qu'on allait... On ne va pas revenir à un monde... Non, je ne souhaite pas être béni oui. Mais je dis vraiment qu'actuellement, on va dans le mur. Voilà. Mais qu'il faudrait quand même essayer. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Voilà, il faut quand même essayer de mettre les solutions en œuvre. D'autant plus que, y compris
disons, je suis convaincu qu'on peut créer un dynamisme économique, alors je ne vais pas dire de croissance, pas forcément, mais de dynamisme économique autour de la transition. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup défendu avec Pierre Laroutourou. Voilà, donc, disons, il n'y a pas de raison de ne pas la faire. C'est ça, je veux dire, pas de vraie raison. Donc. Voilà. Damien, merci. William. Oui. Bonsoir, ça va faire un petit peu écho à ce que disait monsieur. En préambule, je voulais dire que je ne suis pas un grand fan des théories effondristes, mais c'était pour vous questionner à propos d'une qui est bien connue. Au début, vous évoquiez le modèle du GIEC. Un autre modèle bien connu des écologistes, c'est celui du rapport Meadows de 72. Lui aussi, voilà, ça fait un peu plus de 50 ans maintenant qu'il est sorti. Ouais, la limite à la croissance. Voilà, les limites à la croissance. Alors, c'est pas un modèle purement climatique, mais c'était simplement pour avoir un petit peu votre avis sur cette courbe que l'on a suivie pendant un temps et est-ce qu'on pourrait se projeter sur la suite de cette courbe d'après vous? Te rappeler ce que dit cette courbe, Jean? La courbe la Terre est finie, quoi. Donc voilà, donc disons les limites en termes aussi bien d'extraction de matériaux, de tout, il y a des limites finies. Donc on est dans une planète finie et qu'on ne peut pas, que la croissance ne peut pas être indéfinie dans une planète finie. Alors on regarde. Et c'est vrai qu'il a publié il y a 50 ans, mais moi il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de passer une journée avec Denis Meadows. Il avait 82 ans, effectivement. On lui remettait diplôme d'honoris causa à l'ENS Lyon. Donc voilà. Et il faut regarder, disons, le rapport Meadows a été remis, il y a eu de nouvelles versions, donc il y a toute une équipe, y compris en 2010, mais la conclusion reste toujours celle-là. Dans un monde fini, il ne peut pas y avoir de croissance. Donc moi, je suis assez convaincu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? On peut dire, ça dépend comment... Par exemple, si on regarde l'énergie, je pense que l'énergie solaire est quasiment infinie. Donc, je veux dire par là, disons, à échéance, dans 5 milliards d'années, notre Terre ne sera plus là, mais si on se place à des échéances séculaires, millénaires, on a quand même de l'énergie. Voilà, si on prend le cas de l'énergie, si on utilise, ce n'était pas le cas en 70, mais si on ne peut pas dire que l'énergie, par exemple, on peut pas, si on s'y prend bien, on ne manquera pas d'énergie. Ça veut dire, donc, il faut quand même reprendre de matériaux, oui, probablement. On voit bien déjà... Donc, j'ai été commissaire je suis commissaire d'une expo à la Villette sur l'urgence climatique. Donc, il y a vraiment des projections sur la fin des matériaux. C'est assez terrible. On regarde tous les matériaux quand il n'y en aura plus. Tous les matériaux sont, disons, au rythme actuel d'utilisation, pratiquement il n'y en aura plus au 22e ou 23e siècle de choses qu'on utilise aujourd'hui. Donc, à part les réutiliser, effectivement, ça pose de vraies questions quand même. Moins pour l'énergie, plus pour les matériaux, je dirais. Voilà. Merci. Une autre question? Grégoire, et puis il y avait David ici au premier plan. S'il y a des femmes qui veulent prendre la parole, elles sont prioritaires. Parce que moi, je vais me faire... Ah, ici, donc voilà. Oui. Grégoire. Moi, je m'interroge quand même sur la nécessité d'une crise. Dans le sens où il va bien falloir mettre en place une gouvernance pour faire œuvre de solidarité et des choses comme ça. La dernière fois qu'on a réussi à faire ça, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait un type de crise qui soit assez douloureuse pour qu'on se bouge le cul, mais pas trop, pour que quand même à la fin on s'en sorte et on puisse du coup faire apparaître finalement la notion d'intérêt général et gouverner cet intérêt général? Oui, mais bon... Moi, j'ai longtemps rêvé, je me disais quand le réchauffement climatique sera là, ça sera plus facile de prendre des mesures. C'est tout le contraire qui se passe. On le voit bien. Donc, disons, je pense qu'on est quand même déjà en crise par rapport au climat. Disons, ce sont quand même des conséquences non négligeables sur l'agriculture, sur les populations, voilà, et donc c'est pas du tout suffisant pour que nos décideurs politiques prennent conscience de la réalité et, disons, accordent de la crédibilité aux scientifiques. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait comme crise pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Voilà, on va pas créer des...
voilà, des catastrophes. Il y a eu Valence, tout ça. Tout le monde repart sur un même pied après. Bon, c'est quand même des signaux très forts de la réalité du réchauffement et de ses conséquences. Alors, je ne sais pas ce dont on peut rêver pour que les gens se bougent, nos décideurs politiques se bougent. Moi, je suis assez pessimiste. Si vous avez une idée, je veux bien la prendre. On va voir à quoi vous pensez, par exemple. Comme crise, comme chose qui pourrait arriver climatique, hein, d'origine climatique. Pour moi, il y a une question sur le récit de la crise, en fait. Oui, ça c'est d'accord. Si on est en crise, mais qu'on se dit qu'on n'agit pas, c'est qu'on n'a pas généré un récit de la crise audible. Alors, est-ce que c'est parce qu'on dit tout va bien se passer, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas créé une contre-culture assez radicale? Ça, je ne sais pas trop. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de millions de morts? Parce que finalement, après, c'était quoi? La question de Jean Jouzel, c'est quoi, d'après toi, la crise qui va permettre la vraie prise de conscience? La dernière fois, c'était assez bien chiffré, non? C'était 81 millions de morts. 1 million de morts, c'est ça? Donc, voilà. Oui, mais non, mais ça, c'est pas la crise d'aujourd'hui. Ça, c'est des morts envisagées. C'est pas des morts... bon, si allez, admettons, aller en Inde, il fait 52 degrés, il y a 1 million de morts. Peut-être que ça, disons, sur 1 milliard un peu plus, bon voilà, mais... qu'est-ce qu'on peut imaginer comme crise qui fasse vraiment bouger les gens au niveau planétaire, qui fasse bouger Trump? Bon, il y a eu des feux de forêt terribles, donc qui sont clairement liés à, disons, aux sécheresses et aux canicules. Disons, la négation est toujours là. Donc moi aussi, ça m'exaspère et ça me déçoit, mais bon, je ne souhaite pas de crise plus forte que ça. Disons, c'est plutôt dans le récit, je suis d'accord. Bon... Je veux dire, le scientifique, moi, je ne souhaite pas non plus exagérer, je veux dire. Bon, voilà, je ne souhaite pas aller au-delà des conclusions du rapport du GIEC. Je ne souhaite pas dire... bon, j'ai entendu Hubert Reeves dire, voilà, le réchauffement climatique, c'est la fin du monde. Non, le réchauffement climatique, c'est la fin d'un monde. C'est-à-dire, ça diminue les endroits où il fait bon vivre sur la planète. Mais croyez-moi, les riches trouveront toujours ces endroits. Voilà, donc... je ne vais pas dire que c'est la fin du monde, c'est ça que je veux dire. Il y aura toujours des régions où il fera bon vivre. Ouais, voilà. Donc, mais je n'ai pas de questions pas de réponse par rapport à une crise qui déclencherait vraiment quelque chose au niveau planétaire suffisant. Très bien. Merci, madame. Oui, merci. J'avais 2 questions à vous poser. En fait, je suis une ancienne analyste de risque dans l'aérien. Et j'ai bifurqué depuis quand j'ai compris effectivement l'ampleur des enjeux écologiques. Et la première question, c'était sur l'AMOC, la circulation méridienne des courants océaniques avec le Gulf Stream et d'autres. Et j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'état de l'AMOC actuellement et comment ça risque d'évoluer, l'implication que ça peut avoir justement sur l'Europe en général. Donc, je vais me livrer une petite explication quand même. Donc, voilà, on a la chance dans notre Bretagne ici d'avoir le Gulf Stream, donc actuellement, qui... disons, nous amène c'est un courant de surface qui nous amène des eaux chaudes depuis le golfe du Mexique, et ensuite il y a une partie qui va vers la mer du Norvège et l'autre vers le Labrador. Voilà, pour ça, c'est le point de départ. Et voilà, il y a dans les glaces du Groenland, donc voilà, on est en 92, on a montré effectivement, on a mis en évidence, et c'est aussi dans des sédiments marins, des variations extrêmement rapides du climat. Et dont effectivement dont on explique l'origine à travers des modifications. Alors il n'y a pas d'arrêt du Gulf Stream, hein, c'est pas possible, les courants ne s'arrêtent pas, mais dont une modification du Gulf Stream qui par exemple serait allé beaucoup plus au sud, hein, il y a des variations très rapides du climat. Et effectivement, voilà, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les variations rapides du climat passé, mais l'intérêt par rapport à votre question, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 50 ans, déjà, on nous disait, oui, bon, il y a 150 ans, il y a 150 ans, les premiers qui découvraient les périodes glaciaires, on leur disait, vous êtes complètement fous, hein. Le climat n'a jamais changé. Mais même moi, quand j'ai commencé, on disait, oui, le climat a changé, mais lentement. Hein, donc, voilà, donc, en fait, on a montré qu'il pouvait y avoir des variations climatiques rapides. Et je veux dire, ça a posé la question, effectivement, ça a mis sur la table, et bon, c'est le film Le jour d'après, pour ceux qui ont vu des films comme ça, disons, ça a amené les modélisateurs du climat à se poser la question de la stabilité de la circulation océanique dans un climat plus chaud. Alors, pourquoi le Gulf Stream change de position? C'est parce que
en gros, pour qu'il plonge, il faut qu'il soit, disons en bout de course, il faut que les eaux soient denses. Et les eaux sont denses, elles sont froides et salées. Donc en gros, si on amène des eaux douces à la surface de l'océan, eh bien, c'est ça qui dérègle la circulation océanique. C'était le cas dans le passé. Disons, il y a par exemple l'équivalent de 200 mètres d'épaisseur sur la France d'eau, une lame d'eau qui est arrivée, donc 1 million de mètres cubes, qui est arrivée, disons, il y avait une grande calotte glaciaire sur le Canada et les États-Unis, et il y a l'équivalent d'une lame d'eau de 200 mètres d'épaisseur qui est arrivée sur l'Atlantique Nord, et ça modifie disons le courant océanique. Alors la question posée actuellement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors, il y a effectivement des causes d'arrivée de l'eau. Donc, chaque année, le Groenland contribue à 1 mm d'élévation du niveau de la mer. C'est à peu près 25 à 30% de l'élévation du niveau de la mer due à la fonte du Groenland. Voilà. Et donc, à l'échelle de l'Atlantique Nord, ce sont d'énormes quantités d'eau douce. Donc, il y a bien des arrivées d'eau douce supplémentaires dans l'Atlantique Nord. Ça peut être lié aussi au débit des fleuves et des rivières qui augmentent parce qu'il y a de la fonte du permafrost, disons, toutes celles qui arrivent en Baltique et tout ça. Donc oui, et il y a beaucoup de discussions dans nos domaines parce que, voilà, donc, ce Gulf Stream, son intensité ou celle de la circulation qui en résulte, la MOC, elle est pas connue depuis si longtemps que ça. Donc, on n'a pas beaucoup de mesures. Alors là, elle faiblit un peu. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est déjà un début de signe effectivement de changement de Gulf Stream, de fonctionnement du Gulf Stream, donc un changement majeur. Et puis d'autres qui pensent que c'est peut-être la variabilité naturelle. Voilà. Dans le GIEC, le dernier rapport du GIEC nous dit effectivement que une modification du Gulf Stream pourrait survenir, mais probablement pas avant la fin du siècle, plutôt dans 2 ou 3 siècles. Alors, qu'est-ce qui se produirait si le Gulf Stream, disons, au lieu d'aller plonger en mer de Norvège, plongeait au niveau du Portugal dans 200 ans? En gros, ça ferait revenir nos régions en quelques années au climat d'aujourd'hui. Donc, il y aurait des refroids. Enfin, il n'y aurait pas un refroidissement. Ce n'est pas du tout retour à l'ère glaciaire comme certains l'imaginent, mais ce serait très dommageable du point de vue écologique, économique dans nos régions. Il faut bien comprendre que si le Gulf Stream, au lieu d'aller en mer de Norvège, plonge au niveau du Portugal, par exemple, la planète s'en fout. C'est-à-dire que si on est déjà à un réchauffement de 3 degrés, il va rester en moyenne planétaire pratiquement à 3 degrés, à 1 ou 2 dixièmes de degré près. C'est pas ça qui... Voilà, donc alors c'est pas local, mais c'est vraiment régional. Donc il y aurait des conséquences importantes chez nous. Donc à chaque variation rapide, on a vu des variations importantes. Ça a des chances d'arriver, mais probablement pas. Voilà, c'est en gros l'opinion. Alors certains pensent que ça peut arriver plus rapidement, on en parle. Mais globalement... disons, le dernier rapport du GIEC, c'est plutôt l'après 2100, et des conséquences qui ne sont pas celles qui sont celles des films ou certains scénarios catastrophes qu'on voit. Ce n'est pas du tout un retour à l'ère glaciaire. Voilà. Mais c'est une vraie question que notre communauté regarde avec beaucoup d'attention. Merci. Et la deuxième question, c'était en fait sur les médias. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de l'inaction qui tient à tous les mensonges qui sont... qui sont transmis sans aucune réflexion par la plupart des médias mainstream, que ce soit les mensonges politiques ou tous les mensonges des grosses entreprises qui détruisent le vivant. Et qu'est-ce que pour vous pourrait être intéressant à faire par rapport à ça? Dans un dernier exemple, j'étais avec... Agnès Pannier-Runacher, donc on fêtait les 10 ans de l'accord de Paris et il y avait un repas la veille. J'étais avec Agnès Pannier-Runacher qui, voilà, c'était le jour où Alexandre Jardin a publié dans le journal du dimanche. Alors, peut-être peu de gens lisent le journal du dimanche ici, mais voilà, elle était complètement remontée sur cet article d'Alexandre Jardin en disant que c'était vraiment, c'était plein de mensonges. Je ne sais pas si tu as vu, c'est monstrueux, donc et complètement faux. Bah oui, tu vois, c'est incroyable. Donc c'est un exemple incroyable. Donc tu vois bien, on est d'accord. Donc et Agnès,
Ouais, non, mais Agnès Pannier-Runacher me l'a montré, elle était complètement... Enfin, elle était vraiment... Bon, quelquefois... Ah ouais, c'est incroyable. Et avec des chiffres faux aussi. Hein, ouais, donc... ouais, mais voilà un exemple. J'aime bien défendre certains journalistes quand même. Non, mais bon, pour revenir sur les médias, il y a aussi des médias qui ont un bon sens. On peut peut-être passer la parole à ce sujet-là sur un média Ouest France. Ouais, alors Ouest France, j'aime bien Ouest France. Bon, je vais le dire. Je vais le dire, j'aime bien Ouest France. Ouest France a adopté récemment une charte oui. spécifique. On a un représentant qui va intervenir. Ouais, vas-y. Alors, j'étais représentant de Ouest France, effectivement, parce qu'il y a quelque temps, j'ai dirigé Ouest France, mais depuis hier soir, 0 heure, je ne suis plus représentant du groupe Ouest France. Donc, retrouver liberté d'expression. C'est donc un citoyen, comme vous toutes et vous tous, qui peut vous parler de ce que l'on a fait. Ouais. Effectivement, ces questions climatiques nous intéressent au plus haut point parce qu'en fait, tout ce qui intéresse l'homme intéresse Ouest France. On est là pour nous intéresser à la vie dans toutes ses dimensions. Et s'agissant du climat, nous avons travaillé, pas suffisamment encore, mais il faut poursuivre pour que les journalistes soient formés sur ces questions et que ce ne soit pas uniquement des sensibilités individuelles qui s'expriment, mais avec un fond le plus robuste possible. Et on a fait intervenir des scientifiques, dont Jean, dont Madame Delmotte et bien d'autres, pour que progressivement l'ensemble de la rédaction. Le groupe, c'est 1400 journalistes. Donc, on a une capacité à diffuser des idées et surtout à susciter des réflexions. Parce qu'on n'est pas là pour imposer, on est là pour catalyser la réflexion. Parce que le problème climatique, c'est le problème de tous, y compris de chacun d'entre nous comme citoyens. Ce n'est pas uniquement le problème des industriels, le problème d'autres pays, des Chinois ou de Donald Trump. C'est nous tous qui devons œuvrer pour aller dans le bon sens. Et malheureusement, il y a à faire. Ouais. Non, on a un nouveau rendez-vous avec Ouest France début octobre, d'ailleurs, avec Pierre Laroutoux. Absolument. Et donc, c'est quand même Ouest France qui a lancé avec le pacte finance-climat, avec la tribune, disons, 1000 milliards d'euros pour sauver les banques. Autant pour sauver le climat. Donc, voilà, c'était la tribune qui a lancé le pacte finance-climat, c'était grâce à Ouest France. Voilà. Et il faudra effectivement des milliards, mais aussi des comportements individuels qui forceront le destin. Voilà, en tout cas, merci. Non, je pense qu'il y a aussi, je pense aussi qu'il y a des médias qui transmettent correctement l'information. Donc, voilà. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu l'impression d'être trahi par un journaliste. Je veux dire par là. Il y a des opinions diverses, c'est bien. Ouais. Il y a David qui veut prendre la parole et qui dit « Je ne suis pas d'accord ». Très bien. Vas-y, David. Non, je ne comptais pas argumenter avec le micro. Non, la question... Vas-y. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il me semble qu'on ne parle pas d'un média qui est hyper actif dans le domaine des propos qui pourraient faire réfléchir les gens. Voilà. Et du coup, on ne demande pas aux journalistes de se former à la science pour être plus pertinent dans le débat, mais de donner une vraie parole aux scientifiques et puis de remettre en question le modèle dominant dont les médias sont une partie constituante. Du coup, se remettre en cause en tant que média, à mon avis, fait partie de la formation que vous envisagez pour
pour vos journalistes. Donc c'est un débat. Moi, non, mais c'est pas forcément, mais attention, ouais. En complément de ce que vous venez de dire, donc je voudrais apporter une dimension pour la compréhension, en tous les cas, du groupe Ouest France. Donc nous sommes déjà juridiquement, Ouest France dépend d'une association de loi 1901, donc il est bien éloigné de toutes les puissances financières et politiques. Il a son indépendance, et en tant que directeur de la publication, je peux ajouter que le journaliste à Ouest France peut écrire selon sa conscience, c'est un minimum, mais en faisant fi de toutes les pressions qui peuvent s'exercer à son égard, si tant est que certaines s'exercent. Donc ce positionnement un peu singulier dans le paysage médiatique en France nous donne un certain confort pour nous exprimer et nous oblige. Parce que nous sommes là pour nous intéresser à la vie humaine, à l'homme, à ses problématiques. Mais le journaliste n'est pas un scientifique, mais quelqu'un qui peut effectivement faire appel à des gens qui connaissent, faire appel à des gens qui contredisent. Voilà, c'est notre métier. Nous sommes des médiateurs pour que les échanges se produisent et que le monde avance dans le bon sens. Bon, en tout cas, ça tombait bien. Voilà, il y avait un représentant de médias et vous aurez l'occasion d'échanger plus tard. Ta question, David, à Jean, ce soir, c'est du coup, je vais raccourcir. Je voulais savoir ce que c'était que le rouleau au-dessus du Portugal qui s'est créé récemment. Ouais. Et une sorte de tempête en rouleau qui fait une dizaine de kilomètres et qui déboule comme ça. Ouais, ça, non, plus une tornade, non, non, je sais pas répondre à ça. Joker, non, j'ai pas. Bon, ce qu'on observe actuellement, c'est quand même des événements très violents, y compris des vraies mini-tornades. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au Portugal. C'est une tempête en forme de rouleau qui déboule sur la plage, sur le littoral. Tsunami, un tsunami. J'ai pas de. Non, j'ai pas de bonne réponse. Non, j'ai pas. Non, je passe. Alors, si des gens dans l'ensemble je veux pas, non. On la réponse. Sinon, on a une question de Romain au fond de la salle. Okay. Non, ça, je n'ai pas suivi ça. Non, mais par contre, il y a des mini-tornades qui deviennent... on se pose des questions. Hein. Tu vois, à Paris, tu as 3 minutes. On parlait aussi d'un besoin de réformer au niveau académique tout l'apprentissage sur ces aspects de développement durable, renouvellement des écosystèmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi besoin de modifier le fonctionnement directement académique, ne serait-ce que par les publications qui doivent être tout le temps dans des journaux de rang A qui ne sont lus que par des scientifiques, et aussi du coup de valoriser tout ça au niveau académique. Donc question posée par un docteur en sciences. Hein. Oui, non mais... Oui alors, non, bon il y a deux aspects, donc j'ai le sentiment que la question porte sur la formation et sur la formation en sensibilisation. On a effectivement, j'ai effectivement coordonné un rapport avec Luc Abadi qui était rapporteur et qui est plus spécialiste de biodiversité. Donc on traite vraiment, on parle de transition socio-écologique. Hein. Pour moi, il y a aussi les aspects sociétaux. Là, je crois que les questions portent plutôt quand même plus sur les aspects recherche. Hein. Donc oui, donc il y a comme peut-être expliquer. Donc il y a différents niveaux de revues. Les revues internationales, c'est rang A, il y a rang B, rang C, on comprend bien. Moi je pense, mettre en valeur des publications de rang B ou de rang C, c'est très bien. Moi, j'en fais pas mal parce que j'écris pas mal aussi de choses ou des livres. Bon, ça dépend des disciplines. Je sais pas dans quelle discipline tu es. Alors, parce que les sciences sociales, c'est plutôt des livres, par exemple. Donc, tu es dans quelle discipline alors ? Ouais, alors d'accord. Donc, c'est plutôt...
Ouais, c'est plutôt nos disciplines. Donc c'est vrai que dans nos domaines climat, enfin moi j'ai fait j'ai fait pas mal de publications de droit, mais aussi de rang B et de rang C. Donc j'ai tout fait et des publications. Je fais beaucoup de grand public, donc d'interviews. Je pense qu'il faut faire. Bon, l'un n'exclut pas l'autre. Moi, j'ai fait beaucoup de publications dans tous les domaines, des livres et aussi des publications vers le grand public. Et c'est tout aussi important, je pense, oui. Je vais pas... Voilà. Donc, faut viser différents publics. Alors, on fait passer le micro. Il y avait 2 autres questions. Jean-Marie, juste à côté, il y a une question ici au niveau du banc, monsieur. Jean-Marie, à toi. Ouais. Bonsoir. Non, tout simplement, je voulais un peu revenir sur le sens de la toute première question, parce que ce qui me pose un peu problème, c'est enfin, on atteint, parce qu'on parle des sciences, on parle au niveau scientifique ce soir, on a un niveau de compréhension globale qui est le plus élevé qui soit, on a un niveau de proposition qui est le plus élevé qui soit, et en fait, en face de ça, on a une prise de conscience qui est toujours encore moins forte, les politiques qui s'en emparent de moins en moins, et je veux dire, c'est un échec. Alors, c'est un échec global. Je pense qu'on peut arriver à une conclusion que c'est l'échec total de l'approche scientifique telle qu'elle a été menée jusqu'à présent, à travers justement peut-être une forme de respectabilité trop assumée. On publie des articles, on écrit des livres, mais à quel moment il ne serait pas temps de changer d'approche pour les scientifiques et peut-être de se mettre en colère? Je veux dire, quand vous rencontrez Patrick Pouyanné, c'est peut-être pas lui parler, juste qu'il faudrait faire, c'est aller un peu plus loin, parce que non mais je veux dire, il y a quand même une vraie. Non mais je veux dire justement à quel moment on se met en colère et à quel moment la société scientifique, les représentants scientifiques dépassent ce rôle d'exemplarité, d'indépendance qu'ils veulent porter pour aller un peu plus loin que ça, parce que le constat est dans l'échec complet. Aujourd'hui. D'abord, je vais défendre. Il n'est pas dans l'échec complet. D'abord, deux choses. Il y a une trentaine d'années, on parlait généralement du scénario business as usual et qui nous emmenait vers 5 degrés. Alors, je ne vais pas défendre, mais maintenant, on nous dit on va vers 3 degrés. Je dirais que c'est moins mal. Hein, disons, et ça prouve quand même qu'il y a eu des développements des renouvelables, il y a quand même des choses qui se sont faites, qui ne se seraient pas faites, je pense, s'il n'y avait pas eu l'action des scientifiques, justement, des rapports du GIEC. Donc, il faut, j'aime pas dire qu'on n'a rien fait et que ça n'a servi à rien. Ça, c'est pas suffisant, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On en discute au GIEC, on a discuté. Je pense qu'il est important, disons, tel qu'il... Qu'est-ce qu'on fait au GIEC? La mission du GIEC, c'est de faire un diagnostic et de ne pas faire de recommandations. Moi, j'y suis très attaché. Donc, si on commence à faire des recommandations, c'est un autre travail. En fait, mais ce qu'on espère, c'est que effectivement, les décideurs politiques s'appuient sur les rapports du GIEC pour prendre des décisions. C'est ça la mécanique. Donc, disons, la mécanique entre les GIEC, les rapports du GIEC et les COP. En gros, j'ai essayé de vous dire que dans les textes, c'est correct. Je veux dire, quand on regarde les décisions des grands accords comme l'accord de Paris, ça s'appuie vraiment sur les connaissances scientifiques. On peut pas, disons, les 1 et 2 degrés. Le problème, c'est le fossé qui existe entre les textes et la réalité. Et là, c'est c'est pour moi tout aussi important, mais c'est aussi en tant que citoyen que je m'y implique. C'est pas simplement en tant que... Enfin, disons, ça m'intéresse, mais je pense que c'est plus un rôle de citoyen que de scientifique dans ce cas-là, en tout cas pour moi. Donc voilà, j'ai essayé de m'expliquer. Si on se résume, le diagnostic, c'est l'affaire des scientifiques. En revanche, l'action publique, c'est l'affaire des citoyens. Et le scientifique est aussi un citoyen. Est un citoyen aussi. Alors, je dis pas comme un autre, parce qu'on peut être peut-être... plus sollicité, mais voilà, oui, c'est en tant que citoyen presque. Mais entre les deux, il y a le groupe 3. Oui, alors le groupe 3, ce sont justement les économistes, voilà, et ils jouent aussi leur rôle, mais donc ils font mais les propositions sont bien faites, hein, donc ils font aussi des propositions qui sont discutées par les COP, mais voilà, donc...
Qu'est-ce que je peux... Alors peut-être qu'ils sont moins suivis que les conclusions de... Enfin, moi j'ai parlé des 1 et 2 degrés qui sont plus les conclusions de notre groupe. Les 2 degrés, c'est quand même, ça s'appuie vraiment sur le groupe qui est 2 qui suit des conséquences. Mais sur les solutions, il y a quand même des choses qu'on retrouve dans les accords, mais peut-être de façon moins claire que pour les 2 autres groupes, je suis d'accord. Mais ce qui est important, d'autre part, je me suis intéressé au backlash, je ne vais pas être trop long, mais je me suis intéressé au backlash écologique. Disons, j'ai participé à Zoom Zen il y a 3 semaines ou un mois, bon, c'est pas grave, le thème c'était le backlash écologique. Hein. Et quand on regarde, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais les dernières enquêtes ne montrent pas un désintérêt de nos concitoyens pour tout ce qui touche à l'écologie. C'est un peu fou, c'est vraiment une construction politique. C'est vraiment la décision politique, le populisme actuel qui nous emmène dans le mur. Il faut bien comprendre que c'est ça qui se passe. C'est pas vraiment une désaffection des citoyens, c'est ce que j'ai compris d'après les enquêtes. Alors, c'est toujours au 5 ou 6e rang des préoccupations, mais non, les gens se rendent bien compte, beaucoup de gens se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et peut-être qu'un jour, à force de ce populisme, les gens se diront, mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Bon. Le problème, c'est vrai que dans les solutions, eh bien, ça nous interroge sur notre vie de tous les jours. Hein. Donc, c'est bien ça. Voilà, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est 2 tiers de nos émissions et ça interroge notre mode de vie directement. Voilà, je l'ai déjà dit, on ne peut pas toujours dire c'est les autres. Donc, c'est ça qui fait que certains souhaitent, qu'on ne leur en parle pas, soyons clairs. Très bien, le temps passe vite en ta compagnie et c'est bon signe. On va prendre une dernière question, c'est sauf question majeure, de sorte qu'on puisse ensuite prendre un dernier verre et puis vaquer à nos occupations. On t'écoute. Vous avez parlé des matériaux nouveaux et vos espoirs dans l'innovation. Si des matériaux nouveaux étaient dans notre sous-sol, faudrait-il pour autant aller les chercher ? La commune de Six, où nous nous trouvons, avec 19 autres communes, sont concernées par un permis exclusif de recherche minière. Il sera en cours d'instruction là actuellement, il sera signé ou pas à la rentrée septembre-octobre. Qu'est-ce que vous pensez de ces recherches ? C'est pas forcément dans ce cas-là de matériaux nouveaux, c'est plutôt... là, on parlait de matériaux nouveaux pour, par exemple, l'isolation, pour l'urbanisme, c'était ça l'idée. Alors, donc les ressources minières, c'est autre chose. Moi, je ne connais pas bien le dossier, je pense. Voilà, donc là, c'est pourquoi ? C'est pour les... Non, chez vous, c'est lithium, non ? L'or. Ah oui, c'est l'or. Ouais. Ouais. Mais vous allez... Hein ? C'est très ouvert, quoi. C'est un large panel. Ça, voilà. Mais bon, on les soupçonne parce que l'instigateur est très motivé par l'or, par ses autres exploitations. Mais bon, officiellement, c'est d'autres matériaux aussi. Bon, ça, c'est... Ouais, d'accord. Bon, non, je connais pas bien le dossier. Il faut remuer la terre, faire des mines, pour aller chercher des miettes de grains d'or ou de choses comme ça, avec tout le dégât que ça engendre. Moi, ça ne m'intéresse pas directement. Donc, oui, je comprends que ça... Disons, si les dégâts environnementaux sont importants, il ne faut pas le faire, c'est très clair. Donc, pour moi, oui. Donc, mais mais disons, exploiter certaines ressources minières peut être aussi intéressant. Donc quand même, on a besoin de certains... Bon, voilà, ne serait-ce que pour notre vie de tous les jours, on a aussi besoin d'extraction de certains minéraux. Hein, donc voilà. Donc il faut... Voilà, mais j'ai pas de... Enfin bon, c'est... Ouais, on va être obligé d'arrêter. Je suis vraiment désolé. On va essayer de tenir le timing pour les gens. On avait dit 20h, voilà, qu'on essaierait d'arrêter. On est à 20h10. Bon, s'il y a des échanges directs, Jean restera encore quelques instants. Voilà. On est parti 10 minutes en retard. On les retrouve à la fin. Merci Jean de ta discipline de timing. Et merci à tous les organisateurs. Voilà, et merci beaucoup. Et bonne fin de soirée. Merci. Alors, pour les plus motivés, on serait preneur d'un petit coup de main pour démonter toute la sono. Qui en fait a subi les conséquences directes du réchauffement climatique puisqu'elle a fondu les plombs un quart d'heure avant le démarrage et qu'on a dû la mettre au frigo. Donc merci pour votre aide.